Certains ont été traqués puis exécutés par d'anciens détenus. D'autres ont fini au bout d'une corde des années plus tard, après de longs procès. Beaucoup ont disparu. Voilà le sort brutal des gardiens d'Auschwitz. Qui a payé? Qui ne l'a pas fait? Et pourquoi? 17 janvier 1945. Haute-Silésie. L'aube fend le givre. Un ordre se répand dans Auschwitz et ses sous-camps. Évacuation. Des officiers SS parfentent les blocs, à bois des numéros. Les prisonniers se rangent en colonne, vacillant dans leur tenue rayée. Ceux qui sont trop faibles pour marcher restent là. Les gardiens restants brûlent des papiers, claquent des portes et poussent des dizaines de milliers d'hommes et de femmes vers l'ouest, dans la neige. Le mot « évacuation » maquille la réalité. Une marche de la mort. La nourriture n'est qu'une rumeur, l'eau un miracle, et le bas-côté une fosse commune de fossés et de silhouettes gelées. Les survivants se souviennent du claquement des bottes, du bruit sourd quand quelqu'un tombait, du coup de feu qui suivait comme un signe de ponctuation. Sur la rampe de Birkenau, les rails luisent, vides. Une poignée d'hommes reste pour démolir les crématoires et faire sauter les chambres à gaz, effaçant plans et preuves à coups de dynamite et de feu. Beaucoup de gardiens fuient l'Itop et la poussée rouge venue de l'Est, troquant l'uniforme noir pour du gris de campagne ou des manteaux civils. Certains se cousent une nouvelle identité en chemin, un employé de bureau devient paysan, un chef de bloc SS se transforme en infirmier. D'autres partent vers l'ouest avec les colonnes de prisonniers, fusils en bandoulière, l'autorité d'un monde en train de s'effondrer encore posée sur leur épaule. 27 janvier 1945. Oswiecim, des soldats soviétiques de la 60e armée franchissent la porte. Ils trouvent un camp comme l'après d'une tempête qui n'aurait pas fini de passer. Des baraques pleines d'hommes et de femmes réduits à l'os. Un hôpital de fantômes, des entrepôts de cheveux, de chaussures, de valises, des preuves empilées plus haut que les mots. Environ 7000 personnes sont libérées ici et dans les sites satellites. Une poignée de SS est capturée sur place. La plupart ont disparu, absorbés par le corps en retraite du Reich, disséminés le long des routes, cachés dans des villes où commence un nouveau calendrier et où les anciens noms deviennent dangereux. Février 1945. Les routes secondaires de Silésie. Les colonnes serpentent vers Gross-Rosen, Buchenwald et Mauthausen. Le comportement des gardiens va de la cruauté routinière à de brèves étincelles de pitié, à mesure que la fin de la guerre devient visible, même pour ceux en noir. Certains abattent les traînards. D'autres troquent du pain contre des montres. D'autres encore comptent les pas jusqu'à franchir une nouvelle juridiction où la responsabilité devient le problème de quelqu'un d'autre. Le système meurt, mais ses réflexes tuent encore. Avril 1945. Bergen-Belsen, les Britanniques libèrent un camp où l'on meurt de faim à vue d'œil. Parmi les SS détenus, un visage familier, Joseph Kramer, ancien commandant d'Auschwitz-Birkenau, pendant les mois où les convois hongrois encombraient la rampe et où les crématoires n'arrivaient plus à suivre. Les Britanniques décident de juger Kramer et des dizaines de membres de son personnel sans tarder. Le procès de Belsen et d'y inclure les crimes commis à Auschwitz. Le tribunal va vite, les verdicts sont tranchants. Kramer est condamné à mort et pendu en décembre 1945. Avec lui, Irma Grez, Elisabeth Wolkenrath et d'autres dont les insignes d'Auschwitz les désignaient comme des rouages de l'anéantissement. Pour certains gardiens d'Auschwitz, la fin arrive vite, dans une cour de prison britannique ceinte d'un haut mur de briques. Mais Oswiecim s'inscrit dans une autre réalité d'après-guerre. Les Soviétiques recueillent des déclarations et repartent vers Berlin. Les enquêteurs polonais arrivent avec la détermination d'aller au fond des choses. Ils relèvent les ruines des chambres soufflées, tracent le plan des fondations des crématoires, dépouillent des registres et consignent des témoignages de survivants avec une précision née d'un deuil national. Ils commencent à rassembler des noms,
Commandant, chef de bloc, surveillante, médecin, employé, maître chien, l'inventaire humain de la machine. Le dossier qui se constitue ne vise pas un régime en abstraction, mais des personnes qui ont transformé la politique en pratique. Certains sont déjà loin. Un nom devient une absence chuchotée, Joseph Mengele. Le médecin du Ziegener-Lager et de la rampe de sélection est parti à la mi-janvier avec des dossiers de notes, s'est fondu dans la Wehrmacht comme officier médical. Et en 1949, monte sur un bateau pour l'Amérique du Sud sous un faux nom. Sa piste passera par l'Argentine, le Paraguay et le Brésil. Il se noiera au large d'une plage en 1979, enterré sous le nom de Wolfgang Gerhard. Aucun juge ne l'interrogera, aucune contre-interrogation ne fixera ses paroles au dossier. Pour beaucoup de survivants, la fuite de Mengele est une plaie jamais refermée. La preuve cruelle que le temps peut blanchir les pires d'entre nous. Tout le monde ne glisse pas à travers les mailles. 11 mars 1946. Allemagne du Nord. Des soldats britanniques tirent un homme d'un grenier à foin près de Flensburg. Il est calme, trapu, et se fait appeler Franz Lang. Les empreintes révèlent Rudolf Höss, le commandant resté le plus longtemps à Auschwitz. À Nuremberg, il livre une confession d'agent comptable. Nombre de convois, capacité des chambres, efficacité meurtrière du Zyklon B. La Pologne demande son extradition. En 1947, un tribunal de Varsovie le déclare coupable. Il écrit un dernier mémoire en prison et le 16 avril est pendu à Auschwitz, près du crématoire dont il avait optimisé le fonctionnement comme un chef d'usine fier de son rendement. La corde n'est pas une vengeance. C'est la réponse de l'État à quelqu'un qui a pensé le meurtre de masse comme un problème de gestion et l'a résolu. Pendant ce temps, la carte administrative de l'Europe d'après-guerre se fige. Auschwitz se trouve dans une Pologne reconstruite sous un ciel soviétique. Les zones américaines et britanniques d'Allemagne retiennent des milliers de prisonniers SS et des millions de personnes déplacées. La Pologne réclame des extraditions, des noms rattachés à la garnison d'Auschwitz. Au fil des années, des centaines sont envoyés vers l'Est. Certains reviennent pour trouver un tribunal où leurs victimes témoigneront dans leur langue. D'autres se perdent dans le brouillard de la dénazification, la charité des petites villes et la course du monde à reconstruire. Mai 1945, frontière du Danemark. Une colonne d'hommes de la SS, en ordre dépenaillé, tente de se rendre aux Britanniques. Un officier demande l'occupation, une douzaine répond « comptable », un autre « gardien », un autre « chauffeur ». Les papiers sont maigres, les mémoires plus encore. La guerre ne se termine pas par un fracas, mais par des formulaires. Le sort de nombreux gardiens d'Auschwitz sera scellé non sur le champ de bataille, mais à des bureaux où des retouches biographiques servent de bouclier et où des interrogateurs débordés, face à des millions de dossiers, pratiquent l'atriage. Faible risque, pas de preuves, libération. Le fleuve de l'impunité naît ici. Et pourtant, un autre courant existe. Les survivants, polonais, hongrois, tchèques, roms, français, grecs, commencent à témoigner pour des commissions nationales, pour l'Institut historique juif de Varsovie, puis pour des procureurs qui auront besoin de noms, de dates, de visages, d'habitudes. Ils se souviennent d'une femme au fouet d'équitation, d'un homme avec une cicatrice, d'un médecin qui sifflotait en désignant la gauche ou la droite. Ce n'est pas du commérage, c'est un grand livre. Il alimentera des mises en accusation à Cracovie, 1947, et, presque 2 décennies plus tard, à Francfort, 1963-1965, où une autre Allemagne apprendra à prononcer le mot Auschwitz, non comme un crime lointain, mais comme une adresse locale. Novembre 1947. Cracovie, Tribunal national suprême. Une salle haute de plafond, des bancs de bois, une lumière d'hiver maigre. 40 accusés entrent. Des hommes dans la trentaine et la quarantaine, quelques femmes au manteau boutonné jusqu'au cou.
L'acte d'accusation se lit comme une carte de la terreur. Le mur noir dans la cour du camp principal, les cellules du sous-sol du bloc 11, le camp des femmes à Birkenau, le camp familial Rome liquidé à l'été 1944, les sélections sur la rampe qui allaient au rythme d'un métronome. L'accusation appelle des témoins dont la mémoire est restée enroulée pendant des années. Il la déroule avec la netteté de ceux qui savent que le détail est une forme de justice. Qui se tient au banc des accusés? Arthur Liebehenschel, commandant après Höss, fin 1943-44, l'administrateur des administrateurs, plus doux dans la forme, mortel dans les effets. Maximilian Grabner, chef de la Gestapo du camp, qui transformait le soupçon en liste d'exécution. Maria Mandel, chef surveillante du camp des femmes, un nom que les survivantes murmurent avec un mélange de peur et d'une précision méprisante. Sa signature, disent-elles, valait sentence. Il y a des blocs fureurs, des capots encadrants, des employés qui apposaient eux des tampons, des hommes qui se tenaient sur la rampe et désignaient d'un geste un mouvement assez petit pour tenir dans un poignet, assez grand pour effacer des milliers de vies. La stratégie de la défense est désormais connue, l'obéissance. Des ordres venus d'en haut. J'étais un simple exécutant. J'ai frappé, oui, mais je n'ai jamais tué. Les procureurs polonais répondent avec la logique que le monde finira par adopter. Dans une usine de mort, le travail est le crime. On ne peut pas être un rouage inoffensif d'une machine conçue pour tuer. Là-bas, l'exécution du devoir n'est pas neutre, c'est le mécanisme même par lequel le meurtre a lieu. Les témoins affûtent l'argument. Il se tenait avec une liste. Elle tenait un bâton. Il a regardé les enfants et a dit « à gauche ». Le tribunal écoute, fait correspondre des noms à des actes et pose des questions qui rendent le conceptuel concret. Le tribunal trie aussi les nuances. Tous ceux qui portaient un uniforme ne faisaient pas la même chose. Toutes les cruautés ne se valent pas. L'accusation vise les architectes et les surveillants, et les peines reflèteront davantage la responsabilité de commandement que la brutalité du rang. Ce n'est pas de la clémence, c'est de la proportionnalité. Et pourtant, le seuil de participation criminelle fixé par le tribunal n'est pas timide. Il doit être assez ferme pour soutenir la logique d'un lieu qui fabriquait la mort comme un produit fini. Une journée d'audience devient une mosaïque. Une couturière de Cracovie reconnaît Mandel à sa voix. Un mineur de Silésie décrit les appels qui duraient jusqu'à l'effondrement des hommes, leur corps rassis droit pour être compté encore. Un père rom parle du camp familial de Birkenau, rare recoin où les familles n'étaient pas séparées à l'arrivée, avant d'être rayées en une seule nuit de fumée. Les chiffres ponctuent les témoignages comme des coups de massue. Des milliers de Hongries en une journée, des minutes entre la sélection et la chambre, des secondes entre l'inspiration et l'ordre. Une garnison qui a culminé à près de 4500 hommes de la SS et des dizaines de surveillantes. Un système où un intitulé de poste, Meldegehilfe, estafette, bloc-führer, chef de bloc, Aufseherin, surveillante, emportait des conséquences létales. 22 décembre 1947, jour du verdict. La salle est pleine. Dehors, l'hiver de Cracovie appuie contre les vitres. Le tribunal prononce 23 peines de mort, 17 peines de prison allant de 3 ans à la perpétuité. Et un acquittement qui sidère la salle et fera débat pendant des décennies. Le docteur Hans Münch, médecin SS, est disculpé après que plusieurs survivants ont témoigné qu'il a refusé de participer aux sélections et, dans certains cas, a signé de fausses demandes d'analyse pour tenir des prisonniers à l'écart des chambres à gaz. Le tribunal ne le célèbre pas. Il refuse simplement de le condamner pour meurtre parce que les témoignages disent qu'il s'est obstinément soustrait. Dans un monde de contraintes, l'affaire Münch devient une preuve d'agency, une manière juridique de dire « des choix existaient
et certains ont choisi de ne pas tuer. Les exécutions suivent le 24 janvier 1948 à la prison de Montelupiche. Parmi les pendus, Liebe Henschel, Grabner, Mandel, Joseph Kolmer, Hans Homayer et d'autres dont les noms patrouillaient jadis les blocs comme des systèmes météorologiques. 2 condamnations à mort sont commuées, les autres tiennent. Ici, la corde n'est pas un spectacle. La Pologne a trop saigné pour cela. Les exécutions sont l'argument de l'État. Le plan d'Auschwitz avait des auteurs, des gestionnaires, des signataires, et les signatures engagent des conséquences. Le grand livre du procès, pourtant, a 2 faces. Sur l'une, la justice, des témoignages fixés à des verdicts, des noms appariés à des actes, une grammaire juridique des crimes du camp. Sur l'autre, un déficit qui ne sera jamais comblé, des milliers ont servi à Auschwitz, seule une fraction comparaîtra un jour. Certains sont morts pendant la guerre, d'autres se sont volatilisés sous de nouveaux papiers ou derrière des clôtures amies. Beaucoup mèneront des vies tranquilles dans une Europe neuve, où des réfrigérateurs ronronnent et des enfants jouent dans des cours qui ne posent pas de questions au passé. L'arithmétique est implacable. Même avec la rigueur de Cracovie, même avec des dizaines d'autres procès d'après-guerre, la plupart des gardiens ne se tiendront jamais dans un box. Parmi les condamnés cet hiver-là, une figure découpe une clarté glacée. Maria Mandl. Les survivantes se souvenaient de la façon dont elle organisait le camp des femmes, avec un zèle où la politique semblait devenue personnelle. Ses derniers mots avant la chute, rapportés plus tard, furent simples. La Pologne vit. Il ne la rachète pas. Mais il rappelle que, même au bord des pouvoirs de la loi, la nation où tant sont morts parle par le mécanisme de la justice et non par la vengeance. Et l'histoire de la justice d'Auschwitz n'est pas close. Le chapitre suivant s'ouvre non en Pologne, mais en Allemagne de l'Ouest, dans une salle moderne où une démocratie tentera de se juger elle-même. L'atmosphère sera différente, plus lente, plus sèche, bridée par des textes qui exigent une intention individuelle pour le meurtre et qui réduisent souvent l'atrocité à une question de paperasse. Des survivants voyageront pour dire ce que l'odeur de fumée signifie, et un pays décidera s'il peut supporter d'entendre son propre reflet. 20 décembre 1963. Francfort-sur-le-Main. Un tribunal de verre et de bois, des micros rangés comme des lances. 22 accusés sont assis derrière des vitres. Ce ne sont pas des caricatures d'affiches de propagande. Ce sont des hommes d'âge mûr, certains aux bajoux molles, d'autres avec la posture de ceux qui ont passé des années à des bureaux. Les juges sont allemands, les procureurs sont allemands, la presse compte des reporters de Tel Aviv, Paris, Varsovie, Londres, New York. Pas de drapeau allié, pas de vainqueur au-dessus des vaincus. Ce n'est pas Nuremberg, c'est la République fédérale d'Allemagne qui juge ses citoyens pour des crimes commis à Auschwitz. Le problème juridique est ardu et technique. En droit ouest-allemand d'alors, pour condamner quelqu'un pour meurtre, il fallait en général prouver une intention individuelle liée à un acte précis. Telle personne a tiré sur tel prisonnier, tel officier a donné tel ordre de tuer. Mais à Auschwitz, le meurtre était systémique. La rampe ne fonctionnait pas comme un duel, elle roulait comme un tapis. L'accusation répond par une stratégie patiemment bâtie sur des affaires précédentes avortées, faire du système lui-même l'acte. Si vous avez servi à un poste opérationnel dans un centre de mise à mort, si vous avez gardé la rampe, fait des sélections travail versus gaz, supervisé les crématoires, dirigé la Gestapo du camp, vous avez participé au meurtre. Les juges n'acceptent pas pleinement cette thèse en règle générale, mais ils y inclinent, se frayant un passage dans la jurisprudence. Les noms comptent. Robert Mulka, l'adjudant du commandant. Wilhelm Boger, interrogateur de la Gestapo dont la balançoire devint synonyme de torture. Oswald Kaduk, le sergent redouté de Birkenau. Franz Lukas,
médecin dont le rôle dans les sélections devient un pivot de témoignage et d'acquittement partiel. Hans Stark, qui très jeune, versa du zyklon B dans une ouverture et en parla plus tard d'une voix tremblante. Chaque histoire plante une épingle sur la carte du prétoire. Ensemble, elles dessinent une machine. Le procès dure 183 audiences. Plus de 350 témoins sont entendus, dont plus de 200 survivants. Ils parlent des sélections, du mur noir, des supplices d'appel qui transformaient le froid en armes, des convois hongrois qui inondèrent le camp au printemps et à l'été 1944, jusqu'à ce qu'une colonne de fumée devienne permanente. Une femme de Salonique raconte son arrivée avec sa famille et la vision d'un homme en bottes pointant à gauche et à droite d'un geste si banal qu'il paraissait accessoire. Un homme de Paris décrit les entrepôts de Canada, où l'on triait, empaquetait et monnayait les biens des morts, un vol blanchi en écriture comptable. La défense s'accroche au cloisonnement de la faute. « Je n'ai gazé personne », dit un garde qui se tenait sur la rampe. « Je n'ai signé aucun ordre », dit un employé dont le stylo faisait entrer des trains dans des grilles. L'accusation répond avec des documents, des plans et l'album Eucker, des photos du personnel SS dans un lieu de villégiature voisin, souriant autour de myrtilles et d'un accordéon, tandis qu'au-delà des arbres, la cendre tombait comme une neige grise. La banalité et la proximité réduisent la distance du tribunal à néant. Des visages ordinaires dans un champ ensoleillé, des cheminées fumantes juste à côté du cadre. On croirait entendre la nation ravaler sa salive. Août 1965. Verdict. 6 accusés reçoivent la perpétuité. 10 écopent de peine moindre, de quelques années à plus d'une décennie. 3 sont acquittés. La réaction publique est mêlée, soulagement qu'un examen ait eu lieu, colère de voir certains hommes qui ont poussé des familles vers le gaz qualifié de simple complice de meurtre, et promis à une libération en quelques années. Des survivants disent, chacun à sa manière, que plus que la durée, c'est la phrase qui comptait, la phrase civique du jugement, prononcée en allemand sur sol allemand, avec des étudiants allemands assis au fond. Le procès crée un dossier, des noms fixés en fait par le contre-interrogatoire, des plans enregistrés en pièces, des témoignages prêtés serment. Ce dossier deviendra une armure contre le déni et une carrière pour de futurs procureurs. Mais les limites du droit éclatent. Un homme qui a pressé une détente peut être qualifié de meurtrier et prendre la perpétuité. Un homme qui a dirigé, sur la rampe, des colonnes vers une mort acquise d'avance peut être vu comme complice et prendre 8 ans. La différence repose sur des doctrines d'intention taillées pour des homicides ordinaires. Auschwitz n'avait rien d'ordinaire. Le tribunal tente d'étirer la loi sans la briser. Il y parvient en partie. Il échoue en partie. Puis le monde passe à autre chose. Murs, missiles, chocs pétroliers, la mémoire, elle, ne passe pas. Dans les années 2000 et 2010, un nouveau consensus juridique émerge en Allemagne, influencé par une affaire phare visant un gardien de camp d'extermination. Le service au sein de l'appareil d'un centre de mise à mort suffit à condamner comme complice de meurtre. Cette doctrine amènera Oskar Gröning, le comptable d'Auschwitz, et Reinhold Hanning, ancien garde de la rampe, dans des salles où les caméras saisiront un vieil homme disant simplement « J'ai honte ». Le but n'est pas la cellule, le but, c'est la phrase civique qui survit au prévenu. Avril 2015. Lüneburg. Un homme frêle, raie soigné et lunettes méticuleuses, s'assied au banc des accusés. Oskar Gröning, 93 ans, ancien SS subalterne sur la rampe chargé de compter, totaliser l'argent volé, consigner les bagages, expédier les objets de valeur à Berlin. Pendant des décennies, il a soutenu n'avoir été qu'un comptable, témoin de l'horreur, mais pas son moteur. La nouvelle doctrine juridique, aiguisée par la jurisprudence moderne, dit l'inverse.
Si vous avez alimenté le mécanisme d'un camp de mise à mort, vous avez favorisé le meurtre. Gröning est inculpé de 300 000 chefs de complicité de meurtre, le nombre estimé de victimes pendant les mois où il a servi à Birkenau en 1944. Il fait quelque chose d'inhabituel pour un ancien SS au tribunal. Il admet une culpabilité morale. « Je partage moralement la culpabilité », dit-il au juge. Il se souvient avoir entendu pleurer un bébé sur la rampe et avoir vu un autre garde faire taire les pleurs d'un coup de botte. Il dit avoir tenté de se faire muter après cela, qu'il ne supportait pas la vue. Des témoins, des survivants aujourd'hui octogénaires et nonagénaires, expliquent au tribunal que des employés comme Gröning faisaient couler la rampe, rendaient les confiscations efficaces, transformaient le pillage des morts en paperasse qui enrichissait le Reich. Les juges le déclarent coupable et le condamnent à 4 ans. Les recours et expertises médicales font qu'il ne passera pas un seul jour en prison. Il meurt en 2018. Pour certains, c'est une seconde défaite. Pour d'autres, l'essentiel est le verdict lui-même, l'Allemagne, 2015, coupable. Février à juin 2016, Detmold, Reinhold Hanning, 94 ans, reste silencieux tandis que des survivants racontent l'été 1944. Il était garde sur la rampe. Il déclare « Des gens ont été abattus, gazés et brûlés. Je sentais l'odeur des corps brûlés. J'ai honte. » Le tribunal le reconnaît coupable de 170 000 chefs de complicité de meurtre et le condamne à 5 ans. Il meurt pendant l'appel. La peine se dissout dans la longue arithmétique du temps. Mais le constat demeure. Un tribunal allemand a jugé qu'un garde posté au point d'entrée de la mort est pénalement responsable des décès qui ont suivi. D'autres affaires tardives crépitent puis s'éteignent. Des prévenus jugés inaptes, des procédures classées pour des motifs procéduraux. L'essentiel, néanmoins, s'est imposé sur une décennie. La justice, tardive et claudicante, a rejoint une vérité juridique que les survivants portaient depuis 1945. Le bureau, la porte, la rampe faisaient partie d'une même arme. Ces procès sont humainement âpres. Les accusés arrivent avec cannes et appareils auditifs. Les survivants serrent BP des bouteilles d'eau et des notes écrites d'une main qui tremble moins de l'âge que du retour d'anciennes pièces. Les procureurs déploient des plans de Birkenau, des schémas des crématoires 2 et 3, des listes de transport annotées avec l'efficacité qui, autrefois, alimenta le meurtre. Il cite les états du personnel du musée d'Auschwitz, environ 700 SS en 1941, chiffre montant à quelque 3000 à 3300 à la mi-1944, avec des femmes servant comme surveillantes dans le camp des femmes, Aufseherinnen, et dans les sous-camps. Face à ces nombres, un autre chiffre tranche. Seule une petite fraction du personnel du camp comparaîtra un jour. La portée du droit fut réelle. Elle fut aussi partielle. Et les femmes, les procès tardifs rappellent au public ce que les audiences plus anciennes avaient déjà consigné. Irma Grese, garde à Ravensbrück et à Auschwitz, affectée ensuite à Belsen, fut jugée par les Britanniques et pendue en 1945 à 22 ans. Elisabeth Wolkenrath aussi. À Cracovie, Maria Mandl, chef du camp des femmes, fut condamnée à mort et exécutée en 1948. Les survivantes se souvenaient souvent très distinctement des gardiennes parce que le camp des femmes était un monde clos, plus petit, plus intime, plus terrifiant, où l'humeur d'une surveillante pouvait devenir la politique du jour. Le propos n'est pas d'isoler la question du genre. Il est de marquer la participation systémique des hommes et des femmes à la gestion d'Auschwitz comme une machine qui broyait des communautés entières en cendres et en écriture comptable. Une absence centrale hante ces affaires tardives. Mengele. Le médecin de la rampe qui choisissait d'un doigt, sa fuite d'après-guerre et sa mort en 1979 ont privé des milliers de la scène qu'ils attendaient, le voir répondre aux questions. Dans des salles où des employés et des gardes disaient « j'étais petit », certains survivants regardaient l'accusé et pensaient à l'homme qui n'était pas là. La justice n'est pas une arithmétique.
mais l'absent fausse toutes les équations ultérieures. Et pourtant, quelque chose se précise dans ces dernières années. La géométrie morale d'un camp de mort ne se dessine pas avec la droite d'un homicide ordinaire. La culpabilité n'est pas un point, c'est une toile. L'homme qui ouvre la porte du wagon à bestiaux est, par conception, relié à celui qui pointe, à ceux qui versent les granulés, aux chauffeurs, aux employés qui comptent bagues et montres et convertissent le chagrin en financement pour la guerre. Les affaires tardives rendent cette toile visible sur les murs des tribunaux, diagrammes et schémas, puis la traduisent en droit. Participation égale culpabilité. Certains demandent « À quoi bon condamner un nonagénaire ?» La réponse donnée par beaucoup de survivants est désarmante de simplicité, nommer. La phrase d'un juge devient une ligne qui survivra à l'accusé comme au témoin, c'était un crime. À une époque friande d'euphémismes, cette ligne est un instrument nécessaire. Elle enraye le glissement de ce qui s'est passé vers ce que l'on dit qui s'est passé. Nommer le système. Auschwitz a tressé deux formes d'anéantissement, par le gaz et par le travail. L'idéologie exigeait l'élimination, l'industrie exigeait des corps. Le paradoxe aurait dû briser la machine. Il ne l'a pas fait. La solution fut un ensemble de routines, trier les arrivants entre travail et mort, extraire du travail des vivants jusqu'à l'effondrement du corps, réalimenter la chaîne avec le convoi suivant, brûler les morts, inventorier leurs biens, expédier les valeurs à Berlin, distribuer des vêtements à des Allemands ethniques réinstallés à l'Est. L'acte de tuer est devenu un workflow. Les gardiens, hommes et femmes, n'étaient pas seulement des sentinelles. Ils étaient les opérateurs d'une entreprise d'État dont le produit était la mort et dont les sous-produits étaient le profit et la terreur. Les tribunaux ont tenté de traduire cela dans des codes écrits pour des braquages et des bagarres de bar. Les juridictions polonaises, à la fin des années 1940, ont cherché une réponse large. Les dirigeants et les agents actifs portent la culpabilité maximale. Ceux qui pratiquent sélection et exécution sont des meurtriers. Les autres sont complices. Les juridictions ouest-allemandes des années 1960, contraintes par la doctrine, ont exigé la preuve d'une intention personnelle pour condamner pour meurtre et ont souvent qualifié d'auxiliaires les hommes de la rampe. L'écart des peines n'était pas une différence morale entre nations, c'était une différence d'architecture juridique. Les deux systèmes se heurtaient à la même énigme. Comment traiter la participation à une structure conçue pour tuer ? Avec le temps, le droit a évolué. La doctrine allemande moderne qui a permis les condamnations de Gröning et Hanning est une sorte d'alignement retardé sur la logique vécue d'Auschwitz. Si la machine ne peut pas tourner sans vous, et si ce que fait la machine est tuer, alors votre service est une participation criminelle. Ce développement compte au-delà du seul dossier historique. Il compte pour de futurs crimes où la bureaucratie devient arme, où des bureaux établissent des listes qui mènent à des fosses. Sur le plan éthique, le terrain est plus ardu encore. Primo Levi, Dossi Sosisesi, écrit sur la zone grise, un espace du camp où des victimes furent pourtant contraintes de devenir des instruments de la machine qui les dévorait. Des Sonderkommandos forcés de brûler les corps, des capots sommés de faire respecter des règles à d'autres prisonniers pour survivre un peu plus longtemps. La zone grise n'a jamais inclus la SS. L'uniforme en marquait la frontière. Et pourtant, l'intuition de Lévy aide à comprendre pourquoi les témoignages des survivants contiennent parfois une rage tournée non seulement vers les gardiens, mais vers un système qui a pulvérisé les règles ordinaires du comportement humain, puis a condamné des survivants brisés pour leur brisure. Les bons procès savaient cela et gardaient leur focalisation sur les uniformes, tout en laissant la zone grise compliquer le portrait de la vie derrière les barbelés. La mémoire a son propre système. Dans les années 1950, l'Allemagne de l'Ouest a priorisé la reconstruction et l'endiguement de l'Union soviétique.
La République démocratique allemande s'est proclamée antifasciste et a placé la faute au pied de l'Ouest. La Pologne, ravagée, a poussé fort à la fin des années 1940, extradant des suspects, en poursuivant des centaines, avant de s'installer sous un nouveau froid politique. Les archives se sont fermées à l'Ouest. La coopération avec les procureurs ouest-allemands est devenue un échiquier diplomatique. Résultat, des affaires retardées, des noms perdus, des témoins dispersés par l'émigration et la peur. Quand Francfort s'ouvre dans les années 1960, c'est avec un handicap mesuré non seulement en années, mais en papier manquant et en visage qui s'efface. Il y eut aussi le désir humain ordinaire d'avancer. Les dîners de famille ne peuvent pas porter indéfiniment le poids de l'atrocité. Les enfants avaient besoin de parents qui travaillent, pas de pères au tribunal. Les communautés avaient de plus besoin de boulangers que de confessions. Ce n'est pas une excuse. C'est la description des forces qui ont repoussé la culpabilité dans des tiroirs et transformé des uniformes en souvenirs pliés au fond des placards. Alors, que peut le droit? Il peut tracer une ligne. Il peut dire, dans un centre de mise à mort, tenir son poste n'est pas neutre. Il peut nommer la responsabilité de commandement et refuser l'abri des ordres. Il peut accepter la mémoire d'un survivant comme preuve lorsqu'elle est corroborée par des plans, des listes et des dates. Il peut, même tard, prononcer une vérité assez solide pour instruire la génération suivante. Mais le droit n'est pas la mémoire, et ce n'est pas le seul outil de l'histoire. Les musées, surtout les lieux mêmes d'Auschwitz-Birkenau, portent une autre forme d'autorité. Des conservateurs recousent listes de personnel SS, rotation de garde, photos et dépositions en des expositions qui forcent l'esprit à se tenir là où se tiennent les pieds, sur les rampes, dans les baraquements, près des ruines de chambres dynamitées par des mains en fuite. Des classes défilent devant des tas de chaussures et des vitrines de cheveux et comprennent que le meurtre peut ressembler à du stockage. Le travail scientifique du musée alimente les dossiers des procureurs. Les procès-verbaux des procureurs nourrissent les cartels du musée. Ensemble, ils entretiennent une mémoire publique plus forte que n'importe quel verdict isolé. Pourquoi tant de choses ont-elles été minimisées ou oubliées? Parce que 1945 à 1955 fut une décennie de ruines et de reconstruction. Parce que les nations avaient besoin de toi avant d'avoir besoin de procès. Parce que des pères sont revenus des fronts avec des blessures et des récits qui n'entraient pas dans l'heure du coucher. Parce que les frontières de la guerre froide ont transformé des archives en forteresses et des auteurs de crimes en citoyens de convenance derrière des rideaux politiques. Parce que les survivants devaient vivre, trouver un appartement, se marier, élever des enfants qui n'hériteraient pas tout entier de leur cauchemar. Le silence, ces années-là, n'était pas du déni. Souvent, c'était une manière de survivre. Mais le silence n'est pas l'absence. Des survivants ont tenu des journaux, donné des dépositions à des commissions nationales, parlé dans des synagogues et des salles des fêtes, bâti des organisations qui réclamaient des procès, même quand les procureurs n'étaient pas prêts à écouter. En 1941, l'ère de la télévision a regardé le procès d'Eichmann et appris à s'asseoir avec le témoignage. En 1963-1965, Francfort a obligé des adolescents allemands à entendre sous serment la génération de leurs grands-parents décrite. Dans les années 1980, une tombe brésilienne a livré des ossements que la science a fait correspondre à un nom que les survivants répétaient depuis des décennies, Mengele. Et le monde a appris une autre leçon. Parfois, le mal meurt dans son lit et la seule justice restante est une ligne dans un rapport. Les années 2010 ont apporté comme un coda. Un comptable et un garde sont entrés en boitant dans un tribunal. L'un a dit « Je partage moralement la culpabilité ». L'autre « J'ai honte ». Ce ne sont pas des mots magiques. Ils ne réparent pas rien. Ils ne rendent ni les mères, ni les enfants, ni les siècles volés à des communautés effacées des cartes.
Certains survivants ont entendu ces mots et senti un poids s'alléger. D'autres n'y ont perçu que l'écho d'un train. Mais dans le dossier public, ces condamnations ont compté. Elles ont rendu le déni plus difficile. Elles ont précisé la grammaire civique de l'Allemagne. Le débat existe et il est légitime. Est-ce la justice que de condamner un nonagénaire qui ne peut plus monter un escalier sans aide? Est-ce du théâtre ou du droit? La réponse dépend de ce que l'on attend de la justice. Si elle ne vise que la punition, le spectacle d'un prévenu très âgé paraît creux. Si elle vise à nommer, à transmettre, à arrimer la mémoire au droit, alors les procès tardifs accomplissent quelque chose que seuls les tribunaux peuvent y faire, apposer un tampon à côté d'un nom, guilty, coupable, et le faire dans la langue de la communauté qui, jadis, l'appelait voisin. Revenons à un lieu, car les lieux se souviennent quand les hommes oublient. Auschwitz, le camp principal. Le mur noir est aujourd'hui un mémorial reconstruit. Des fleurs se penchent au soleil. Au bloc 11, des cellules étroites retiennent un air lourd, même l'été. La voix d'un guide est mesurée, portant des noms comme on porterait du verre chaud. De l'autre côté de la route, à Birkenau, la rampe s'ouvre sous un ciel plus vaste que la mémoire. Le bâtiment porte est à la fois carte postale et plaie. Les visiteurs glissent en file, calmes, un murmure en bien des langues. Ils se tiennent sur la voie où des familles sont descendues, ont cligné des yeux, ont demandé leur chemin, puis ont été absorbés dans un processus qui traitait le souffle comme une variable à optimiser. Au fond, les ruines des crématoires 2 et 3 s'affaissent dans la terre comme des os brisés. Des herbes de prairie traversent les gravats. Des oiseaux fendent l'air. Le monde insiste pour être beau en des lieux où la beauté ressemble à une insulte. Il y a une photo dans une vitrine, du personnel SS à Solahut, le lieu de villégiature près du camp, chantant à l'accordéon, riant autour de baies. Dans un autre cadre, Oskar Gröning se tient près d'un train, légèrement flou, un homme que personne n'avait remarqué en 1944. Dans une salle d'audience en 2015, des décennies plus tard, il a dit à voix haute ce que la photo ne faisait que suggérer, qu'il y était, et que là compte pour toujours. Une autre photo montre une petite femme au visage fermé, en uniforme, Maria Mandl, dont le nom, dans la bouche des survivantes, tranchait comme une lame. Son dossier se termine par une corde polonaise. Une autre image montre Rudolf Höss à la barre à Nuremberg, lèvres pincées. Son dossier s'achève sur un gibet près d'un bâtiment de briques, à quelques mètres de l'endroit où des élèves, aujourd'hui, mangent des sandwichs. Et puis il y a des trous où des photos devraient datement se trouver, des employés sans portrait, des gardes dont le visage n'a jamais paru dans un journal, des chauffeurs qui ont changé de veste en 1945 et à qui l'on n'a jamais demandé d'expliquer ce qu'ils conduisaient. Leur absence fait partie de l'histoire, la preuve que des systèmes peuvent dissimuler leurs opérateurs dans la foule, que le projecteur de l'histoire peut rater des gens, exprès ou par hasard. Le Tuschsint-Potepus musée leur réserve une place en négatif, le silence entre la vitre et l'étiquette. Alors, quel fut le sort brutal des gardiens d'Auschwitz après la Seconde Guerre mondiale? Il fut multiple. Certains ont trouvé la mort par pendaison à Hamelin et à Cracovie dans les 3 ans qui ont suivi la libération. Certains ont purgé de longues ou brèves peines dans des prisons allemandes après que Francfort a fendu la coquille du déni national. Certains ont été extradés à la fin des années 1940, inculpés et condamnés par des tribunaux polonais qui ont forgé, à partir de ruines calcinées et de témoignages sous serment, un droit précoce et exigeant. Certains se sont cachés, ont fait leur vie, touché une pension, sont morts, entourés de petits-enfants qui n'ont rien su. L'un des plus célèbres a couru jusqu'à ce que son cœur s'arrête dans les vagues brésiliennes. Dans les années 2010, quelques très vieux hommes se sont assis au tribunal et ont écouté le passé se lire à haute voix. Le droit est arrivé tard.
Il est arrivé malgré tout. Le grand livre est inégal. La morale ne l'est pas. Le monde n'a pas oublié, même quand il a mis trop longtemps à se souvenir. Des survivants ont porté la mémoire par-delà océans et décennies, l'ont tenue assez droite pour que les sociétés aient des oreilles, pour que des procureurs trouvent les mots, pour que des juges puissent dire, sans trembler, « c'était un meurtre ». Cette phrase est le dernier rempart contre un avenir qui aime avoir les mains propres. 16 avril 1947. Auschwitz. Un gibet près d'un bâtiment de briques. L'homme qui a optimisé train et gaz se tient désormais sous la corde. Un levier s'abaisse. Le bois gémit. Dans la cour, plus loin, un fragment de mur se souvient du claquement des tirs. La loi n'est pas la vengeance, mais elle a un poids. Il s'abat dans un pays dont la terre a trop de secrets à garder. Tout près, un chemin de gravier mène à l'entrée du musée où, des décennies plus tard, des adolescents se tiendront devant la vitre et liront des noms. Souvenez-vous des nombres, mais ne les laissez pas effacer les personnes. Souvenez-vous du silence des débuts, mais ne laissez pas ce silence engloutir les voix tardives. Souvenez-vous que, dans un centre de mise à mort, tenir un poste est un choix au décompte funeste. Et souvenez-vous que le dernier mot appartient à celles et ceux qui ont survécu et témoigné, qui ont bâti des familles à l'ombre des cheminées et sont revenus montrer une photo du doigt en disant « là, celui-là, je me souviens de son visage. Ce souvenir n'est pas passif, c'est une résistance. Si cela a élargi votre carte de la mémoire, portez-la plus loin. Gardez les noms vivants. Si ce récit vous a touché, bousculé, ou aidé à regarder la Seconde Guerre mondiale autrement, ce serait un honneur de vous savoir parmi notre communauté grandissante. S'abonner n'est pas qu'un clic. C'est une façon de soutenir plus d'histoires feuillées nos morts puissantes, plus de voix oubliées et plus de vérités venues du passé. Alors, si vous pensez que ces récits comptent, appuyez sur « S'abonner » et continuons de construire ce voyage ensemble. Et n'oubliez pas de laisser un commentaire. Nous les lisons tous et aimons découvrir vos réflexions. À la prochaine, continuez d'explorer l'histoire avec Epic War. Continuez de poser des questions, continuez de chercher la vérité.